Donc c'est parti, on est live pour cette édition du webinaire de la release 2.22. Donc beaucoup de 2 cette année et c'est parti un 2 mars. Voilà, donc je trouvais ça rigolo, ça n'a aucun intérêt. Du coup, le but de ces webinars, c'est vraiment de vous présenter de manière assez informelle et sans prise de tête tout ce qui est arrivé dans cette release, tout ce qu'on a fait. Donc on va essayer de garder ça à 1 heure. Et si ça déborde, on a eu des retours comme quoi c'était pas forcément gênant, mais on va quand même essayer de timeboxer ça. Donc on va repasser sur chaque chose, enfin chaque fonctionnalité, bug, etc. qu'on a réalisé dans cette version et du coup répondre à vos questions. Du coup, ça c'est que pour les personnes présentes, les autres, tant pis. Mais vous pourrez en poser évidemment lors des prochaines sessions, il n'y a aucun problème. Du coup, pour poser les questions, vous pouvez soit lever la main virtuelle de Google Meet, ou sinon, une fonctionnalité que j'ai découvert très récemment. En cliquant sur le petit canal Activities en bas à droite, vous avez un Q&A qui vous permet du coup de poser des questions. Voilà. Et du coup, moi je les vois. Voilà, vous pourrez voir. On peut les valider, les supprimer, donc on peut essayer d'utiliser ça aussi. Donc vous pouvez voter sur les questions des autres et j'essaierai de les traiter. Du coup aussi, on va présenter des nouveautés, des nouvelles choses, donc n'hésitez pas, ainsi que des plans de ce qu'on prévoit de faire aussi dans les semaines qui viennent. Donc n'hésitez pas à nous fournir du feedback, des retours ou des suggestions. Voilà, c'est vraiment ouvert et c'est exactement le but de cet événement. Donc, nous sommes ici aujourd'hui pour la version 2.22 qui était du 23 janvier au 2 mars, donc toute cette phase de travail et qui, comme d'habitude, s'accompagne de release patch pour toutes les versions précédentes, donc les 8 versions mineures précédentes de Front de Commerce, c'est-à-dire toutes celles qui sont sorties il y a moins d'1 an. Donc la 2.14, elle est sortie, je crois, en mars 2022. Et donc, du coup, depuis, elle a eu 10 versions patch dans lesquelles on a backporté tous les fixes qu'on a fait depuis. Par contre, sur cette ligne, donc sur cette version mineure, c'est les derniers backports systématiques que l'on fait. Donc, si vous avez des applications dans ces, j'ai envie de dire, vieilles versions mineures, du coup, vous pensez à les migrer prochainement. Et donc, ça vous laisse en gros un peu plus d'1 an pour faire ça régulièrement sur vos projets. Donc, tous les bugs fixes et améliorations de performance, souvent, on va les backporter systématiquement dans toutes ces versions. Donc, n'hésitez pas, dès que vous, normalement, c'est vraiment safe, donc dès que vous travaillez sur un projet, à les mettre à jour à minima dans ces versions patch. Voilà. Donc, comme nouvelle fonctionnalité pendant cette release, on a notamment travaillé sur les paiements Adyen pour retester beaucoup de choses avec différentes configurations, etc., pour arriver à documenter une liste quand même des principaux modes de paiement. Donc, il faut savoir que Adyen, c'est un méta mode de paiement et donc, en théorie, lorsqu'on l'a implémenté pour ça marche pour tout le monde. Mais il y a beaucoup de spécificités quand même selon les plateformes et notamment pour les plus usités. En l'occurrence, les 2 plateformes principales qu'on n'avait pas encore testées ou validées, c'était Google Pay et Apple Pay qui sont quand même assez répandus. Du coup, dans cette release, on les a, en les testant et en regardant comment les implémenter, on s'est rendu compte qu'il nous manquait un petit truc et donc ça a été ajouté dans cette version 2.22. Je vous ai mis la merge request ici, donc la 1815, vous pouvez aller voir, c'est vraiment 2 lignes de code, c'est pas beaucoup de changements. On les a pas backportés parce que c'est une fonctionnalité et donc on voulait vraiment, comme on le dit, éviter tout risque dans les versions patch. Cependant, si jamais vous êtes dans une version plus ancienne de Front de Commerce que vous ne pouvez pas migrer vers la dernière version actuellement, n'hésitez pas à regarder cette merge request et à nous contacter si vous souhaitez le mettre en place parce que ça devrait pouvoir être adapté on va dire en userland en attendant d'être sur cette version. Voilà.
Donc, on a documenté dans la doc toute la liste des modes de paiement qu'on a testés. On a notamment testé Alipay, Sofort, Ideal, enfin, toutes ces choses-là. On a beaucoup de clients qui utilisent Adyen en production avec des paiements à travers tout le monde et tout. Donc, évidemment, on ne peut pas avoir une liste exhaustive. Mais en théorie, on est assez confiant que maintenant, tout devrait fonctionner. Et si ce n'est pas le cas, c'est plutôt un bug et ça devrait être des choses assez rapides et faciles à corriger. Donc évidemment, ce qu'on vous invite à faire, c'est de tester avec votre configuration, de votre code marchand, parce que y a des options sur lesquelles ni vous ni nous n'avons la main, qui sont vraiment liées au support d'Adyen ou à la manière dont c'est configuré. Donc voilà, toujours très important de tester avec vos comptes de sandbox et même, j'ai envie de dire, avec vos comptes de prod rapidement pour vous assurer que c'est vraiment bon. Voilà, mais normalement, tout est OK maintenant sur les modes de paiement Adyen. Une autre fonctionnalité qui est liée donc aux personnes qui utilisent Attract et surtout dans Attract, les recommandations. Donc c'est des widgets qui permettent de remonter, des choses depuis Attract, par exemple, les produits recommandés, voilà, les meilleures ventes, ce genre de choses. Et du coup, donc ça, on le supportait déjà dans Front Commerce, mais là, on a ajouté en fait cette fonctionnalité vient aussi avec une extension Chrome notamment pour les développeurs et les marchands qui leur permet de voir en fait des paramètres de quelle a été la requête sur ce widget, pourquoi est-ce que j'ai ces résultats, etc. Donc une meilleure intégration avec Attract. Et du coup, maintenant, le module Attract permet d'intégrer ces choses-là. Donc, il faut un petit bout de code JavaScript sur la page, donc un composant React dans dans le composant qui affiche cette liste de recommandations. Et du coup, les personnes qui travaillent sur le projet, évidemment pas les utilisateurs, peuvent voir ce genre de choses. Voilà. Donc, on a documenté aussi, on a pris ça comme opportunité pour documenter un exemple assez complet d'utilisation des recommandations Attract, parce que c'est pas quelque chose qu'on peut faire pour vous. Nous, on vous fournit on va dire le code et le socle technique, mais c'est à vous derrière, en fonction de vos use cases, d'ajouter cela dans le graphe, les composants, etc., etc. Donc, on en a profité pour documenter ça, y compris l'usage des primitives mises à votre disposition pour Attract. D'autre part, donc ça, c'est pas quelque chose qui est dans cette version 2.22, qui est on va dire, dans le cœur de cette 2.22, parce que on l'a fait déjà sur plusieurs projets et nouvelles intégrations. En fait, on a choisi de le mettre à disposition dans un repository Git différent, de manière à itérer beaucoup plus rapidement jusqu'à avoir une version stable. Donc ça, c'est l'intégration de Contentful, qui est donc un CMS headless, qui va vous permettre de gérer du contenu, donc de créer ce qu'on appelle des content types dans Contentful, où vous allez pouvoir concevoir votre modèle de données, par exemple pour dire j'ai des pages, j'ai un menu de navigation, j'ai des stores pour faire un store locator, enfin voilà, tout ce genre de choses. Vous créez et vous modélisez ça dans Contentful, et le module Contentful pour Front Commerce va vous permettre d'exposer ça en fait à travers le graphe de votre application et de le mapper à des composants pour que ça soit affiché en front. Voilà. Donc c'est un MVP à ce stade, c'est-à-dire que vraiment ça fonctionne. Il y a encore des améliorations qui vont venir, on va adapter peut-être des API. Donc voilà, c'est plus pour des early adopters et ça commence à être utilisé dans des projets qui sont en cours de création. Donc si jamais vous avez soit pour des projets actuels ou des futurs projets, la possibilité ou l'envie d'utiliser ou la contrainte d'utiliser Contentful, sachez que ça existe, c'est utilisé, on continue à le développer. Donc voilà. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a mis en place là, durant cette release? C'est la possibilité de créer des blocs en isolation. Donc un bloc, en fait, ça va être un bout de content type dans lequel les personnes qui créent le contenu vont pouvoir en fait choisir le bloc qu'ils veulent à un endroit, les réorganiser, voilà. Et du coup, choisir en fait comment ils construisent leur page. Donc en fait, ça vous permet de construire un genre de page builder dans votre application. Et donc un bloc, qu'est-ce que c'est au niveau front commerce? C'est un composant React et un fragment GraphQL des données qui vont être récupérées.
Donc, pour les personnes qui ont utilisé notre module Prismic, on est vraiment resté sur exactement la même philosophie que les slices de Prismic. Donc, c'est vraiment la même chose, mais pour Contentful. Voilà. De la même manière, le but, c'est que dans Contentful, vous créez des choses, mais potentiellement, vous avez une page, un menu de navigation qui va contenir des produits ou des choses qui viennent depuis votre plateforme e-commerce ou depuis Algolia, par exemple, ou depuis d'autres solutions. Et donc, comme vous le savez maintenant sans doute, au niveau de Front de Commerce, c'est au niveau du schéma GraphQL que tout ça va s'homogénéiser et devenir unifié. Et donc, on a évidemment dans ce module Contentful des loaders et tout ce qu'il faut pour exposer vos types Contentful dans ce graphe et donc facilement rajouter par exemple un store locator ou ce que vous voulez dans votre application. Je vais peut-être faire juste quelques secondes vous montrer à quoi ça ressemble. Donc pour les blocs, vous définissez donc vous utilisez ce helper de front de commerce qui vous permet ici de créer donc un page builder en fait pour ces blocs, donc le bloc de titre, le bloc d'image. Et ensuite, dans votre composant, donc évidemment, au niveau GraphQL, vous allez devoir récupérer un fragment qui correspond à tous ces types de données. Et dans votre page, vous affichez le composant qui, du coup, est mis à disposition par cette librairie de blocs et vous permet d'afficher la liste des blocs dans l'ordre qui ont été sélectionnés par les admins, etc. etc. Voilà. C'est à ça que ça ressemble. Et de la même manière, pour exposer des content types Contentful, comment ça se passe? Ça se passe comme ce que vous avez l'habitude de faire dans votre application, c'est-à-dire vous créez un schéma GraphQL vraiment adapté à ce que vous souhaitez exposer à votre métier. Voilà, donc ça n'a rien de spécifique à Contentful. Et ensuite, dans Front de Commerce, on a donc... alors ça, c'est une API qui est on va dire, en alpha. C'est-à-dire qu'elle fonctionne, elle marche, mais elle est encore un peu verbeuse, donc il y a des chances qu'on l'adapte un petit peu. En tout cas, c'est son état actuel. Donc, vous allez pouvoir créer en fait une définition de content type Contentful qui va vous permettre de dire le fragment GraphQL du GraphQL de Contentful auquel ce content type va récupérer. Et ensuite, via donc ce content type, vous allez pouvoir, donc bon là ici on l'a mis en dur comme ça, mais vous allez pouvoir modifier des resolvers ou créer vos loaders qui vont vous permettre d'utiliser le loader Contentful de Front de Commerce pour récupérer. Et là, on a tout ce qu'il faut pour récupérer le premier qui correspond, etc. Voilà. Et donc, vous pourrez récupérer, par exemple, votre homepage ou le produit de telle SKU ou telle page, etc. Un des trucs intéressants, c'est que vous allez aussi pouvoir, du coup, combiner vos content types. Donc, par exemple, vous pourrez créer un content type générique qui permet de, par exemple, dans cet exemple, récupérer tout ce qui est lié au SEO. Donc, un meta title, meta description, les OG quelque chose, etc. Et du coup, ça, vous allez pouvoir, vous, dans Contentful, le mettre sur plusieurs content types et du coup, le réutiliser à travers vos content types front de commerce également. Voilà. Donc, il y a la même chose pour les blocs et tout ça. Donc, voilà à quoi ça ressemble sur cette partie MVP. Au niveau de la release, on a aussi fait quelques petites améliorations. Tout d'abord, on s'était rendu compte que les fichiers vidéo qui étaient servis depuis le dossier public statique de Front de Commerce n'avaient pas de header cache control, donc ils n'étaient pas mis en cache par les CDN, etc. Ils étaient à chaque fois servis par Front de Commerce. Donc évidemment, souvent, le mieux, c'est d'utiliser des vidéos qui sont sur des services tiers, qui savent faire ça bien mieux que, que tout le monde pour délivrer des vidéos au meilleur format. Mais voilà, donc des YouTube, des Vimeo, etc. Par contre, des fois, pour des intégrations spécifiques, vous pourriez avoir soit des petites vidéos ou des choses qui vivraient dans votre code. Et donc maintenant, c'est chose faite. Et ça, on l'a backporté aussi sur toutes les autres versions. Maintenant, si vous avez une vidéo statique, elle va être considérée comme une vidéo statique au même titre qu'une image que vous auriez dans votre dossier public. De la même manière, dans cette release, et donc seulement dans la 2.22, on a juste bumpé la version
des dépendances système de front de commerce pour mentionner qu'on était compatible avec NPM 9, qui est sorti il y a quelques semaines / mois, mais qui est grandement disponible depuis quelques semaines. Voilà, donc il n'y a rien eu de spécifique à faire, mais du coup, vu qu'on a une dépendance vraiment engine dans notre package JSON, pour éviter que, tout simplement pour vous le dire très tôt, si vous utilisez Front Commerce avec une version qu'on n'a pas testée ou qu'on ne supporte plus, du coup, on a bumpé la version ici et fait quelques tests. A priori, rien à signaler. Du coup, j'en profite pour faire un rappel là-dessus sur les versions supportées, les versions de Node que l'on supporte dans Front Commerce. Donc, on supporte et officiellement les versions donc, de Node qui sont actives, donc les versions LTS, pardon, actives, j'ai oublié LTS ici, les versions LTS actives et en maintenance. C'est-à-dire qu'actuellement, donc on est en mars ici, là, à peu près. Donc on supporte Node 14, Node 16 et Node 18. D'accord. Donc Node 19, ce n'est pas une version LTS, donc on ne la supporte pas, en tout cas officiellement. Évidemment, on ne vous recommande pas de l'utiliser en prod. En prod, on vous recommande d'utiliser la LTS active, donc en l'occurrence Node 18. Et de la même manière, bientôt va arriver, donc là j'ai un décalage en fait dans mon dessin, je suis désolé, j'ai pété mon slide. Je peux juste corriger ça rapido, hop, comme ça. Voilà, hop, quel artiste, c'est mieux. Donc du coup, on est à peu près ici, là, en mars, et donc sachez que d'ici le 30 avril, la version de Node 14 va sortir de son mode maintenance, et donc du coup, nous, on ne la supportera plus dans les prochaines versions, officiellement. Évidemment, il n'y a pas de raison que Front Commerce ne fonctionne pas avec, mais c'est quand même assez risqué, et du coup, nous, dans les futures versions, on mettra qu'on ne la supporte pas. Et on ne supportera du coup, donc on ne supportera à ce moment-là que la version 16 et 18, et on supportera la version 20, donc la LTS, seulement lorsqu'elle sera active, officiellement, d'accord, donc à la fin de l'année. Entre-temps, nous, on va commencer à tester évidemment Front Commerce avec Node 20 pour s'assurer que lorsque la version sera active, vous pourrez l'utiliser en production dès la release suivante. Voilà. Si jamais vous avez des questions avec ça, pareil au niveau de Front Commerce Cloud, actuellement, donc on l'a documenté, n'hésitez pas à venir nous voir si besoin, mais vous n'êtes pas autonome pour changer la version de Node, mais on peut le faire très facilement via le support, donc n'hésitez pas. Et je vous invite à garder en tête, il y a ce site, la End of Life, qui est utile pour aussi pas mal d'autres technologies, à essayer de garder vos dépendances et les outils que vous utilisez à jour. Quelques bugs corrigés dans cette version, parce que vous risquez peut-être d'y tomber dessus. On n'a pas corrigé en fait, mais documenté une régression qui a été ajoutée dans la version 2.19 de Front Commerce. On a ajouté une règle ESLint qui permet de vous avertir si jamais vous avez un import qui est fait en utilisant directement le Node module Front Commerce. On s'est rendu compte qu'en fait, c'est des choses qui pouvaient être faites souvent par erreur à votre insu, en fait, par les auto-imports de vos IDE. Voilà, donc au lieu d'utiliser l'import, on va dire, surchargeable de thème quelque chose d'autre, ça va vous importer directement le front de commerce quelque chose. Donc, on a mis un warning ESLint. Par contre, on s'est rendu compte que il y avait des projets qui utilisaient cette fonctionnalité-là, comme on l'a documenté dans notre doc, pour réutiliser des composants existants. Si par exemple, vous voulez surcharger le product item, mais juste rajouter un div autour ou quelque chose comme ça, en fait, vous allez pouvoir importer quand même le product item initial de Front Commerce et l'insérer et le réutiliser au milieu de votre code sans avoir à tout dupliquer. Et donc, à ce moment-là, il vous faudra ajouter une règle, une instruction ESLint pour lui dire de désactiver le warning No Restricted Import sur la ligne suivante. Voilà. Ça, c'est à savoir parce que potentiellement, en passant en 2.19 et plus, vous risquez d'avoir ça. On a corrigé un bug assez tricky côté Magento 2 pour tout ce qui est lié au paiement front de commerce, vraiment les paiements embedded front de commerce, dans lequel c'est front de commerce qui va mettre à jour le statut de la commande
en fonction, par exemple, de notifications reçues ou de paiements. On s'est rendu compte qu'il y avait notamment le module Stripe, c'est dans ce contexte-là. En fait, lorsque le module de paiement fait 2 appels successifs pour dire, par exemple, j'ai démarré le paiement et le paiement a été accepté, ou le paiement, j'ai demandé l'autorisation du paiement et en fait, l'autorisation, elle est synchrone, donc on sait de suite après que ça a été passé. Il y a 2 appels API qui vont aller à Magento. Les appels API dans Front Commerce, ils sont faits les uns après les autres. En revanche, ils sont faits l'un après l'autre, mais de manière asynchrone. C'est-à-dire qu'il y a les 2 appels API qui vont partir à très peu de temps l'un après l'autre. Et des fois, côté Magento, mettons, le second va être traité plus rapidement que le premier, ce qui pouvait faire en sorte que la commande revienne dans un état en cours de paiement. Et du coup, c'est pas correct. Donc, on a corrigé ça pour dire, on attend donc chaque modification de statut au sein de la même requête vers Magento va attendre que les précédentes aient été, que Magento nous ait répondu. Voilà, parce que derrière, il n'y a pas de garde-fou côté Magento avec de règles métiers, etc., qui nous bloquent. Donc voilà, ça pouvait engendrer des bugs un peu bizarres. Donc ça aussi, évidemment, tous ces bugs ont été backportés dans toutes les versions. De la même manière, si jamais, des fois ça pouvait arriver avec des erreurs ou ce genre de choses, mais si vous triez les catégories par un paramètre sort qui n'était pas correct, du coup, ça vous faisait une erreur SSR. Donc là, on a personnalisé un petit peu le code pour éviter ça. Donc à savoir, alors c'est peu probable, mais ça peut arriver. Si jamais vous avez personnalisé le type GraphQL sort input que vous pouvez étendre, dans ce cas-là, je vous invite à lire l'étape de Migration Guide pour savoir quoi mettre à jour dans votre code, parce que du coup, maintenant, on a restreint, on va dire, les valeurs qu'on envoyait à ce qui est dans le sort input par défaut de Front Commerce. Donc, il faudra aussi modifier un composant côté applicatif. Enfin, 3 petits fixes également. On nous avait fait des retours comme quoi le scroll top on update, des fois, lorsqu'il y avait des appels asynchrones ou des modifications asynchrones, en fait, il ne faisait pas son boulot, donc il scrollait top pas. Et donc, on a rajouté du coup un set timeout pour que cela soit fait au prochain tick et que du coup, il n'y ait pas de problème avec des modifications asynchrones. De la même manière, ça, personne ne nous l'avait remonté jusqu'à présent, mais depuis plus de 2 ans, je pense. L'icône wishlist du header du thème chocolatine n'avait pas un bon label, en fait. On avait dupliqué le label de, je ne sais plus quoi, store ou quelque chose comme ça, ou carte. Voilà, donc vérifiez, vous l'avez sans doute dans vos applications, ce petit bug-là. Et enfin, si jamais vous aviez donc dans le WYSIWYG component, sur le composant link, je crois que c'est que du Magento Page Builder d'ailleurs. Bon, bref. Si vous aviez des classes personnalisées, elles n'étaient pas proprement passées aux composants. Donc maintenant, c'est chose corrigée également. Donc voilà pour tout ce qui a été tagué dans cette version 2.22. Est-ce qu'il y a des questions à ce stade-là ou pas? Donc, je regarde rapidement. J'en vois pas à l'écrit. Il n'y a pas de main levée, n'hésitez pas. Romuald, vas-y. Ouais, moi, c'est une question par rapport à Contentful, du coup. Parce que nous, on a pas mal utilisé Prismic, comme tu sais. Et du coup, en fait, là, dans la version, dans le pont Contentful que vous avez créé, est-ce qu'il y a un gros feature gap avec ce que vous avez déjà fait sur Prismic, ou est-ce que vous avez déjà intégré tout ce qui est notion de cache, tout ce qui est notion de preview, etc. Enfin, j'imagine que Contentful, il propose un peu la même chose que Prismic, fondamentalement. Ouais. Non, ça, c'est justement dans les choses qui arrivent. Alors, la preview, en fait, grosso modo, on avait fait un POC vraiment en mode POC à un moment dans lequel on gérait la preview, on gérait ce genre de choses. Je ne crois pas qu'on ait les hooks de preview dans cette version MVP, mais en tout cas, ça va arriver après. Donc, c'est pour ça que là, l'état actuel de cette version du module, c'est vraiment pour vous permettre de commencer à créer vos blocs et à construire votre application, à l'intégrer dans le reste de votre application front commerce. Et nous, dans les prochaines semaines ou mois, on va rajouter toutes ces fonctionnalités, on va dire production ready,
et du coup en profiter pour peut-être adapter un petit peu la partie content type en fonction de ça. En tout cas, on s'est vraiment basé sur ce qu'on avait fait dans Prismic pour que ça, tout simplement que en tant qu'intégrateur, vous ayez un peu vous retrouviez vos petits, quoi. Donc c'est peu ou prou les mêmes concepts. Sur l'aspect bloc, c'est vraiment quasiment la même chose. Et sur l'aspect GraphQL, c'est un poil différent, mais c'est très très proche. Et aujourd'hui, il nous manque encore, je crois qu'on n'a pas les sitemappable type, les routable type non plus, je ne crois pas qu'ils soient dans cette version, mais on les avait prototypés et donc ils peuvent arriver très rapidement au fur et à mesure. Voilà. De la même manière pour les previews, le multilingue, enfin tout ça, c'est géré, c'est validé. Il n'y a plus qu'à l'intégrer au fur et à mesure Donc c'est pour ça aussi qu'on a fait un module séparé. C'est comme ça, on n'est pas lié au cycle de release de front de commerce. Donc on peut taguer des versions 0.1, 0.2, etc., plus rapidement. Voilà. Ok, merci. De rien. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non. Bon, donc je passe à l'autre partie parce que bien entendu, certes, il y avait des fonctionnalités, mais vous vous doutez bien que en 6 semaines, on a fait un petit peu plus que ça. C'est parce qu'à côté, on a continué à travailler sur FC Remixed. Avec, vous voyez, mes talents de graphiste. On a passé le cap de la 100e merge request sur un petit projet qui s'appelle Prototype. Donc ça, c'est des choses que vous ne pouvez pas voir. Et voilà, donc je voulais en parler aujourd'hui. Donc on a travaillé un petit peu en tâche de fond, en cachette dans ce projet Prototype. C'est pas parce qu'on ne voulait rien vous montrer, au contraire, on a commencé à vous en parler. Et là, voilà, justement, dans ce webinaire, vous êtes ça fait déjà 2 fois qu'on commence à vous dévoiler un peu ce qui arrive. On en a parlé en dehors, etc. Mais voilà, pour l'instant, on a préféré travailler dans un autre projet. Et ça va bientôt ne plus être le cas. Donc pourquoi, hein, le but, c'est le principe d'un de mes livres favoris, The Pragmatic Programmer. C'est vraiment d'utiliser des tracer bullets, donc de tester des trucs et on va voir comment ça marche, qu'est-ce qui change, voilà, comment ça évolue et on itère et on apprend de ça. Et donc en fait, disons que sur cette partie front de commerce remixed, on a 3 phases vraiment voilà, séparées. On avait la phase prototype qui est terminée, du coup, donc ça nous a permis de valider nos suppositions sur l'impact au niveau des web perfs, des core web vitals, de la faisabilité, de la stabilité aussi de Remix, du test de plein d'autres choses que je vais vous montrer et qu'on a évoqué par ailleurs, de comment on peut migrer une application front commerce dans cette nouvelle architecture et cette nouvelle fondation technique. Voilà. On a pu, du coup, à chaque fois tester des trucs, mais sans forcément se taper tous les composants de tout le cœur de front de commerce, tous les modules de tout le cœur de front de commerce, etc. etc. Et puis, des fois, des choses qui marchaient, et ça nous a permis de valider les trucs, mais sans les gestions d'erreurs. Voilà. Et en fait, on se disait que si on faisait ça dans le cœur de front de commerce, ça risquait surtout d'amener de la dette technique parce que les to-do, des fois, ou souvent, on les oublie, ils restent là, et en fait, c'est des temporary trucs qui restent pendant des années. Et ça, on ne voulait pas dans le cœur de front de commerce. Voilà. De la même manière, une fois qu'on avait ce prototype, donc qui nous a permis, en effet, de valider la solution et tout ce qu'on fait là, ça nous a aussi permis, nous, de décider et de discuter de différents compromis, de différents choix d'architecture, même de les prototyper. Donc, c'est tout ça qu'on a fait, en fait, dans ces 100 et plus merge requests que vous n'avez pas vus. Et depuis, donc, surtout là, dans ces dernières semaines, ça nous a permis aussi de commencer à construire vraiment tous les blocs fondamentaux de front de commerce liés à Remix, donc de cette nouvelle stack, surtout autour de l'expérience développeur. Donc, tout l'outillage qui vous permet de faire les fronts de commerce start, front de commerce build, et tout ce qu'il y a autour, notamment vis-à-vis de TypeScript, de toutes ces choses-là. Voilà. Donc là, c'est là qu'on en est. Il nous reste quelques composants, notamment les codes modes, par exemple, un helper de requêtage GraphQL. C'est vraiment des choses assez petites et restreintes à finaliser. Et ensuite, on passe donc, et donc ça va être dans les jours ou les semaines qui arrivent,
on va dire c'est dans ce cycle en cours ou le prochain cycle, on va dire, on va commencer la troisième étape que l'on a appelée ce fork, c'est-à-dire faire ça, mais dans le code et le dépôt auquel vous avez accès de front de commerce. Voilà. Donc à ce moment-là, on va en fait on va faire deux branches, c'est-à-dire que la branche actuelle main, on va on va la déplacer sur une branche 2.x qui contiendra donc les prochaines versions de la branche 2.x. Donc en l'occurrence, on ne s'arrête pas là dans cette version, on continue à travailler sur d'autres fonctionnalités qui seront taguées dans une version 2.23. On va essayer de garder ça au strict minimum par la suite, parce qu'on espère justement que la version donc, qui va être une version 3.x, FC Remix, ça va être c'est une version majeure de front de commerce en termes de sémantique versionning. Donc ça sera 3.0, 3.1, etc. Du coup, on espère vraiment que la migration sera facilement faisable pour pas avoir à rajouter énormément de 2.25, etc. et maintenir deux branches pendant des années. Donc voilà, mais en tout cas, pour l'instant, dans cette phase transitoire, on continuera à ajouter des nouvelles choses sur la branche 2.x. La branche main, du coup, on va commencer vraiment très très prochainement, déjà par faire tout ce qui est backward incompatible, c'est-à-dire virer tout le code déprécié. Donc tout le code déprécié qu'on avait dans les versions depuis la 2.0, en fait, à chaque nouvelle version, on a pu déprécier des choses. Ça, on va le commencer là-dedans. Et puis ensuite, on va tout réorganiser notre dépôt pour rebouger. Alors, c'est principalement des déplacements techniques, mais pour avoir la nouvelle structure de front de commerce dans ce dépôt Git. Voilà. Donc, on va venir après sur qu'est-ce qu'il y a. C'est vraiment aussi le but de cette présentation aujourd'hui parce que, comme je vous l'ai dit, on a validé beaucoup de choses. Donc, on peut vous dévoiler un peu tout ce qui va se passer. Et on a aussi déjà construit, on a des trucs qui fonctionnent actuellement sur tous ces blocs et ces gros changements. Donc, qu'est-ce que, du coup, on arrête de vous cacher les choses. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On mettra à jour notre documentation donc sur developersfrontcommerce.com. On va rajouter une nouvelle version qui sera une version, donc ça va être du WIP, soyez compréhensifs vis-à-vis de nous, mais on veut déjà nous documenter au fur et à mesure les choses, c'est dans nos habitudes, plutôt sous format brouillon au début, vraiment avec les notes, mais aussi pouvoir commencer à vous communiquer des trucs et que vous ayez des informations, sachant que cette documentation sera plutôt pour des développeurs qui connaissent front de commerce et ou qui veulent intégrer front de commerce dans Remix, c'est-à-dire qui connaissent Remix. Et voilà. Après, on verra, il y a beaucoup de choses qui sont à peu près similaires dans les concepts, enfin qui sont totalement similaires dans les concepts. Donc, plein de pages de la documentation V2 vont être compatibles avec cette nouvelle version. Mais au moins, ça nous fait un terrain de modification continue. Donc, par défaut, vous arriverez sur la version 2.x, qui est la version actuelle, mais vous pourrez switcher et naviguer vers cette nouvelle version de la documentation. Le truc le plus important qu'on va faire, c'est surtout les étapes de migration pour migrer de la version actuelle vers cette nouvelle version. Et pour tous les nouveaux changements et les principaux concepts, on va utiliser plutôt des choses un peu en sténo avec les principaux éléments, des to-do, etc. Et on affinera évidemment lorsque on sera plus avancé plus proche de la version 3.0.0. Voilà. D'autre part, du coup, vu qu'on va coder sur le dépôt front de commerce auquel vous avez accès, ça veut dire que vous pourrez tout voir de nos merge requests, vous tenir, si vous êtes curieux, aller regarder comment ça fonctionne, qu'est-ce qu'on fait, etc. Et donc, ce qu'on va mettre en place, c'est qu'on va ajouter un nouveau canal GitLab dans Slack. On l'annoncera lorsqu'il sera en place, qui contiendra du coup, et ça sera toujours valable à l'avenir du coup, qui contiendra toutes nos merge requests toute notre activité dans GitLab. Donc comme ça vous permet d'avoir, on va dire, un flux de notifications. Pas forcément de notifications, vous pouvez les désactiver pour pas que ça vous gêne au quotidien, mais en tout cas un flux pour suivre un peu tout ce qu'on fait. Donc n'hésitez pas, que ce soit sur ce canal Slack ou dans les merge requests, on va à vraiment venir discuter avec nous, à poser des questions, à donner des suggestions aussi.
Voilà, on va tester ce que ça donne, parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que c'est pas forcément des canaux qui sont activement utilisés, mais voilà, pour cette version FC Remix, il va y avoir beaucoup de choses et tout, et bah, maintenant que vous allez voir un petit peu tout ça, n'hésitez pas à poser ces questions. Qu'est-ce qu'il y aura ensuite? Donc assez rapidement, hein, donc il y aura, vous l'avez compris, une première partie du fork qui sera pas mal de chamboulements, de trucs techniques dans tous les sens et tout ça, mais les composants du cœur sont prêts, c'est-à-dire qu'on les a développés pendant ces dernières semaines. Donc notre objectif, c'est d'arriver assez rapidement à une première version alpha qui évidemment contiendra pas tout. Il n'y aura pas tous les modules front de commerce, il n'y aura pas tout le checkout, il y aura pas, voilà, il y aura peut-être des choses qui ne vont pas être fonctionnelles ou qui seront plus disponibles. Donc si vous cliquez sur, je sais pas moi, peut-être au début se connecter, bah, vous n'aurez pas de page, vous ne pourrez pas vous connecter. Mais c'est pas grave. Le but, c'est que ça vous permette d'une part de commencer à jouer avec cette nouvelle version de front de commerce, si vous voulez expérimenter, voir ce que ça donne, vous rassurer aussi, peut-être. D'autre part, bah, du coup, assez rapidement avancer pour permettre que des nouveaux projets qui débutent avec Front de Commerce puissent commencer sur cette version-là. C'est-à-dire que nous, la version stable, elle sera stable dans quelques mois en prod. Enfin, voilà, il y aura des projets en prod dans quelques mois sur cette version-là. Et donc, si vous commencez un projet aujourd'hui, il y a de fortes, enfin, c'est assez pertinent et donc recommandé de pouvoir commencer sur ces versions, donc dès les versions alpha de ces fonctionnalités. Donc c'est pour ça que dans les versions alpha, c'est pas alpha au sens ça marche pas et il y a sans doute des bugs dans tous les sens. Il y en aura sans doute, mais c'est vraiment pas le but. C'est plutôt de dire on n'aura pas toutes les fonctionnalités que vous connaissez dans la version actuelle. Voilà. Et donc, bah, sur ces versions-là, comme je vous dis, hein, si vous avez déjà le mécanisme de surcharge de thème, d'extension GraphQL, etc., le module Magento 2, par exemple, et le thème chocolatine, bah, vous pouvez commencer un module. Voilà. Par contre, peut-être que le paiement ADN dont on parlait tout à l'heure, il sera disponible qu'un peu plus tard. Voilà. Par contre, chaque fonctionnalité qui est là se veut être dans son API quasi finale. Évidemment, on est preneur de retour et surtout dans quelque chose qui marche. Une fois que ce cycle de version alpha sera terminé, on passera dans les versions bêta. Et donc, dans les versions bêta, on continuera de rajouter vraiment des fonctionnalités, on va dire, un peu à la marge ou très spécifiques qui sont utilisées que dans certains cas un peu avancés. Voilà, j'en ai pas trop en tête. Voilà, on en a plein dans Linear, mais j'en ai pas trop là. Et du coup, là, le but, c'est de vous permettre de pouvoir commencer à tester la migration de projets existants. Avec, donc, évidemment, à chaque fois, nous, on fait tous les codes mode, toute la documentation de migration. Donc, normalement, dès les versions bêta, l'idée, c'est que vous puissiez commencer à migrer des projets qui existent en prod pour voir ce que ça donne et nous faire aussi des retours. Et ensuite, évidemment, les versions stables. Et donc, tout ça, on va les taguer en parallèle de ces versions 2 points quelque chose. Donc, qu'est-ce qu'on a fait côté Front de Commerce Remixed durant ces dernières semaines et cette version 2.22? Tout d'abord, on a fait un choix sur comment Front de Commerce va s'intégrer dans une application Remix. Donc, par rapport à ça, on a fait un choix assez structurant, qui est de dire, en fait, historiquement, dans Front de Commerce, on était plutôt, comment dire, on avait plutôt pris le parti de vous utiliser Front de Commerce et on gère tout pour vous. Les express, les trucs, les machins, voilà, tout ça, c'est géré pour vous. Là, pour Remix, du coup, c'est un des fondamentaux qu'on avait, nous, dans Front de Commerce. Hein, donc, c'est vraiment des fondations qui étaient internes à Front de Commerce et qu'on maintenait. Là, on s'est posé la question, est-ce que c'est Front de Commerce qui doit décider pour vous de la version de Remix utilisée ou est-ce que c'est vous qui avez cette possibilité-là? Donc, on a pris le parti de se dire, Front de Commerce ne sera pas une application à part entière qui utilise Remix. Front de Commerce va plutôt être des helpers et des outils qui vont s'intégrer dans une application Remix standard. Voilà. Donc, ça veut dire que le skeleton, en fait, ça sera donc dans l'écosystème Remix, il y a la notion de stack, qui est en gros un template de démarrage. Et donc, le skeleton front de commerce sera une Remix stack. Donc, vous pourrez le démarrer comme n'importe quel autre projet Remix. Voilà. Cependant, il y a des spécificités front de commerce. On a un mécanisme de surcharge de thème, on a du typage GraphQL
TypeScript, etc. Du SaaS, enfin voilà, tout ce que vous connaissez de front de commerce, ça en fait, on va du coup vous fournir dans les paquets front de commerce des helpers et une CLI qui vont en fait gérer ça quand même pour vous, pour quand même conserver cette partie, avoir le moins possible à faire de votre côté. Voilà. Donc pour ça, on va avoir des helpers, enfin, on documentera un petit peu tout ça, mais vous allez quand même faire un front de commerce start et toutes ces choses-là qui, de manière sous-jacente, vont réutiliser Remix, mais vont aussi utiliser pas mal d'autres choses, et notamment toutes les extensions, un paquet d'extensions front de commerce. À savoir aussi, aujourd'hui, dans front de commerce, vous installiez front de commerce comme une dépendance NPM un peu spécifique. Du coup, vous avez souvent eu des problèmes de clé SSH ou de ce genre de trucs. C'est que vous utilisiez directement un git at Black Swift, front de commerce, machin. Donc ça, on va changer ça. C'est-à-dire que front de commerce va être un monorepo. Donc le cœur, donc c'est pour ça qu'on va beaucoup changer des trucs lors du fork. Et ensuite, vous pourrez choisir quel module front de commerce vous utilisez, qui seront tous sous le namespace @front de commerce. Voilà. 2 secondes, je bois un petit coup. Et donc du coup, ça va faire que dans votre projet, donc votre projet que vous allez démarrer d'après la remix stack Skeleton de front de commerce, vous aurez en fait ces dépendances. Donc les dépendances de remix, avec du coup le fait que c'est du Node, du Express, du React, etc. Voilà, donc ça c'est comme une appli remix standard. Donc là, dans mon screenshot, on voit que y a les erreurs de débutants qui arrivent, c'est-à-dire qu'on est monté en version 1.12, mais sans doute dans une autre merge request ou quoi, on était repassé en 1.11.1. Voilà. Donc du coup, gardez, voilà, ça fera partie aussi du coup lors de vos migrations front de commerce, de penser à mettre à jour aussi Remix. Remix de ce qu'on a vu depuis plusieurs mois, peut-être une bonne année. Ils sont un peu comme front de commerce, assez font attention au breaking change, etc. Donc ça voudrait dire que potentiellement vous pourriez utiliser Remix, mettre à jour votre partie Remix dans front de commerce, dans votre projet front de commerce, dès que le lendemain qu'ils aient tagué une nouvelle version. Voilà, vous n'avez pas à attendre front de commerce par rapport à ça. Et d'autre part, du coup, vous allez pouvoir utiliser des modules front de commerce dont vous avez besoin. Alors, là, ici, c'est notre tambouille actuelle du prototype. On est allé sans doute un peu loin dans la séparation en paquets, donc il y en aura très vraisemblablement moins, je pense. Mais donc, du coup, voilà, vous voyez qu'ici, vous héritez de front de commerce core, du cache HTTP, des logs de Magento 2, du thème chocolatine. Voilà, donc vous aurez sans doute peut-être un peu moins, mais de trucs. Ça sera peut-être front de commerce core, front de commerce Magento 2 et front de commerce chocolatine. Et là, vous avez vos 3 modules à front de commerce. En termes de versionning, par rapport à ça, on a pris la décision de garder des versions homogènes. C'est-à-dire que, voilà, si je prends cet exemple-là, même si on ne fait aucune modification dans le cœur de front de commerce et qu'on tag une version 3.14, il y aura quand même un bump de version pour front de commerce core. Donc du coup, vous prendrez toutes ces valeurs-là et vous les mettrez à jour dans la version de front de commerce, dans la nouvelle version de front de commerce. Et d'autre part, vous pourrez rajouter, du coup, dans votre application, alors j'ai pris un exemple de Apollo Client, voilà, mais ça peut être n'importe quoi d'autre, évidemment, les dépendances que vous utilisez dans votre application. Du coup, à savoir, c'est plus si vous souhaitez contribuer ou lancer le cœur en local, voilà. Donc ça va être un monorepo, et pour ça, du coup, on utilise, nous, PNPM, en interne pour gérer ces monorepos. Donc, voilà. Mais vous pouvez utiliser ce que vous souhaitez, c'est des dépendances comme une autre. Voilà pour cette première partie après avoir essayé différentes choses, c'est de poser des questions, tester différents outils, voilà ce sur quoi on est arrivé. Ensuite, concernant la partie GraphQL, donc ça c'est, on va dire le principal changement, on l'avait déjà évoqué la dernière fois. Côté GraphQL, du coup, on a dans cette nouvelle version de front de commerce, on ne va pas utiliser, on vise de ne plus utiliser par défaut la partie Apollo de communication client-serveur via l'API GraphQL. D'accord ?
Donc, GraphQL est toujours super intéressant, bien entendu, et reste toujours au cœur de Front Commerce, et vous allez le voir encore plus maintenant. Mais GraphQL va se restreindre à ce pourquoi il a été conçu, en fait, initialement, hein, chez Facebook, etc., par vraiment se restreindre à une agrégation et une vue unifiée de toutes les données. D'accord? Donc, vous allez avoir toujours votre schéma unifié de données, etc. En revanche, on va enlever toute la partie protocole HTTP de communication. C'est-à-dire que l'exécution d'une requête GraphQL ou d'une mutation GraphQL se fera côté serveur, dans ce qu'on appelle les loaders et les actions de Remix. Voilà. Et donc, la partie qui passe dans les tuyaux, donc le protocole HTTP, enfin voilà, ce qui passe vraiment entre le client et le serveur, pour le coup, on se base sur les fonctionnalités de Remix. Et donc, voilà, c'est vraiment ça le cœur de Remix, hein. Remix, c'est React Router, et même maintenant React Router a ça, avec les loaders et les actions qui permettent on va dire, de s'affranchir un petit peu des lignes entre le client et le serveur via ce middle stack framework. Voilà. Donc on va utiliser ça, et du coup, par défaut, il n'y aura plus besoin d'avoir un slash GraphQL exposé sur le front et de requêter ça depuis via HTTP. Donc les loaders, les actions de Remix, on n'a rien inventé. C'est les trucs standards de Remix. Et là encore, Front Commerce s'intègre potentiellement dans n'importe quelle application Remix. Et donc, à l'intérieur de ces loaders et de ces actions, Front Commerce va quand même vous mettre à disposition des helpers ou des fonctions qui vous permettent de faire ce que vous connaissez aujourd'hui avec Apollo, hein, c'est-à-dire un use query, voilà, donc GraphQL.query, GraphQL.mutate, vous lui passez la requête, la mutation, et en fait, c'est juste exécuté en mémoire, vraiment côté serveur. Donc voilà la subtilité. De la même manière, on a fait un choix qui est de dire, on va suivre aussi dans Remix ce pourquoi il est fait. Et ce qui nous a plu aussi dans Remix, c'est la partie utiliser la plateforme, donc le web, et ses standards et cette manière de faire. Ce qui veut dire que les mutations, qui aujourd'hui étaient form onSubmit, event private default et use mutation de Apollo, maintenant on va utiliser les vrais formulaires HTTP. Et du coup, la couche de Remix, donc les formulaires de Remix, qui vont pouvoir dire si je suis en JavaScript et que j'ai été hydraté, je vais faire en fait un appel Ajax, mais ça va utiliser la même chose. L'avantage, c'est que là, on utilise des choses standards du web qui existent depuis toujours et qui ne vont pas changer après-demain. Voilà. Donc ça, c'est vraiment un gros gain, notamment en termes d'accessibilité. Et ça veut dire aussi, en termes de performance, que votre site va fonctionner sans JavaScript, en tout cas en théorie. Et du coup, le JavaScript sera surtout utile pour l'amélioration progressive, donc de la validation côté client, faire en sorte que par défaut, il n'y ait pas de rafraîchissement de page, qu'on soit dans une SPA. Il n'y a pas de problème avec ça. Du coup, le choix, donc on a prototypé toutes ces choses-là pendant ces versions, et donc on a validé le fait que on pouvait sans doute du coup ne plus avoir besoin de Formzy. Et donc, ça fait aussi un sacré régime dans le bundle. Voilà. Il y avait en effet quelques fonctionnalités de Formzy qui peuvent être assez utiles, notamment pour de la validation inter-champ, etc. Franchement, de ce qu'on a vu dans Front Commerce, c'était pas justement un gros use case. On n'est pas une très grosse appli métier, voilà. Donc tout peut se faire, et en tout cas, on vous fournira des API pour faire de la validation assez standard. Voilà. Par contre, si vous avez vous pensez à des choses très spécifiques que vous avez dans vos projets ou des bloqueurs que ça pourrait occasionner et tout ça, vraiment lié à Formzy, je voulais le mentionner aujourd'hui parce que le plus tôt on aura vos retours là-dessus, ou voilà, se prévoir un point produit, on va dire, pour discuter de ça avec des exemples et voir qu'est-ce qui manquerait et comment ça se trouve, on va dire, dans l'écosystème Remix, et ça peut se faire. On est super preneur de vos retours là-dessus. Voilà. Donc ça, c'est le premier, voilà, toute cette partie formulaire et gestion. À savoir, du coup, pour la partie GraphQL, vu qu'elle est maintenant déplacée sur le serveur,
ça veut dire que vous ne pouvez plus, si vous avez du code qui fait du Apollo, en tout cas par défaut, le use mutation, etc. Et Apollo ne va plus fonctionner par défaut. Là-dessus, on n'est pas voilà, totalement méchant. Et on sait que vous avez des projets en prod, vous avez des customisations, vous allez vouloir, on espère en tout cas, profiter de déjà ce FC Remix, mais sans tout réécrire s'il y a des parties lourdes. Et peut-être même nous, on se laisse aussi cette possibilité-là, même si la cible, c'est qu'à terme, il n'y ait plus de JavaScript côté client, enfin de Apollo côté client, parce que ça pourrit le bundle, hein, c'est ce qu'on a vu, c'est vraiment le gros problème actuellement. En fait, on va quand même vous permettre, via un mode de compatibilité, d'exposer l'API GraphQL publiquement, donc comme aujourd'hui. Hein. Voilà. Donc attention, hein, parce que même actuellement, il peut y avoir des petits problèmes de sécurité, ou de grosses requêtes qui peuvent s'exécuter, ce genre de choses, donc de rate limiting, voilà, on a des mécanismes aujourd'hui, il faudra quand même être vigilant à ça, et surtout d'utiliser Apollo pour dire je fais un appel à mon GraphQL. Voilà. Donc nous, ce qu'on vous préconiserait quand même, c'est de ce qu'on a vu et de ce qu'on a testé, hein, c'est que pour la partie requête de récupération des données, il y a des équivalents dans Remix qui peuvent vous permettre de le faire avec des use fetchers à côté Remix, qui peuvent quand même vous faciliter, permettre une migration assez simple, même si vous ne voulez pas tout charger depuis le haut de la page. Donc ça devrait être assez facile normalement à migrer. Par contre, c'est vrai que dans, par exemple, un checkout ou une partie applicative très personnalisée, va y avoir beaucoup d'interactions que côté client, etc. Donc ça, c'est exactement là que ça serait pertinent d'utiliser cette partie compatibilité de GraphQL. Pour info, du coup, ce qu'on a fait, c'est que dans le prototype, on a migré tous les formulaires de création de compte, ajout au panier, gestion du compte aussi. Voilà les principaux, hein, mot de passe oublié, newsletter, machin. Donc tout cela, on les a migrés avec les formulaires et on a utilisé pour valider cette partie compatibilité, on l'a utilisé sur tout le checkout. Voilà, donc on a tout le checkout qui fonctionne avec ce mode de compatibilité et ça s'est plutôt bien passé. Alors, je regarde. Du coup, Étienne, tu posais une question sur Formzy, problème avec CTS. Alors, je sais pas trop. Comme ça, je dirais que pas forcément. Parce que Ouais, c'est pas à répondre forcément maintenant, mais voilà, ce sera à vérifier. Mais normalement, l'aspect Formzy, en fait, le fait que ça change Formzy, juste pour expliquer les trucs, c'est surtout que dans Formzy, il y avait une partie de validation de formulaire côté client, de possibilité de se hooker sur toutes les données d'un formulaire. Donc, si on veut faire des choses très dynamiques, notamment, par exemple, dans Front Commerce, on a le module Smart Forms qui permet de faire de l'autocomplétion d'adresse, de la validation de code postal, ce genre de choses. Voilà, c'est plus ce genre de trucs-là qui risque de nécessiter un petit peu de travail. Après, sur des personnalisations, beaucoup, ça ne change rien parce qu'en fait, le composant forme, donc là aussi, hein, il y aurait peut-être une partie compatibilité. Mais sinon, le composant forme de Front Commerce, aujourd'hui, déjà, il vous cache que c'est du Formzy en dessous par défaut. Donc, ce composant forme et donc les inputs qui vont avec, etc. Et visuellement, ça ne va pas changer. C'est juste que de manière sous-jacente, au lieu, il n'apportera plus les choses de Formzy. Voilà, ça va principalement être ça le changement. Merci beaucoup. Donc voilà pour la partie GraphQL et formulaire. Ensuite, donc un truc qui est assez attendu, on le sait, c'est la partie TypeScript. Donc dans Front Commerce Remixed, on veut en effet profiter de ce break-in change en termes de semantic versioning pour mettre TypeScript au cœur de Front Commerce. Donc à savoir, on ne va pas attendre que tout Front Commerce soit en TypeScript et vous forcer à ce que tous vos projets soient en TypeScript pour utiliser cette version de Front Commerce. Et donc, il faut vraiment voir TypeScript comme étant quelque chose qui va être nécessaire désormais, qui va être possible désormais, mais qui ne va pas être forcément obligatoire et omniprésent partout. Bien entendu, on le veut et on pense que au fur et à mesure, c'est tellement agréable et une amélioration en termes d'expérience de développement que ça va être utile et que vous allez l'utiliser. Mais on va continuer à supporter toutes les
toutes ces fonctionnalités. Donc, petit à petit, dans le cœur, évidemment, nous, il y a beaucoup de composants qu'on va TypeScriptiser, si j'ai envie de dire. Donc, vous l'avez peut-être vu hein, jusqu'à présent, mais dans Fonds de commerce, depuis plusieurs années maintenant, on utilise de la JSDoc pour tout ce qui est typage, justement, et avoir quand même déjà les bénéfices un petit peu de ce typage. Et donc, évidemment, on va convertir notre code au fur et à mesure. Dans vos projets, en fait, c'est pareil, vous pourrez choisir de tout faire ou de le faire graduellement. Et donc, TypeScript peut s'adopter de manière progressive. Donc, dans Fonds de commerce, on aura les fichiers JS qui seront en JavaScript, j'ai envie de dire normal, et il vous suffira de renommer l'extension en TS pour avoir toute la partie TypeScript. Changement également, j'en profite là-dessus, mais ça, on va avoir un code mode, donc normalement, ça sera assez ça sera transparent pour vous. Mais on va séparer la notion, c'est ce qui se fait hein, maintenant dans l'écosystème en général, la partie composant JSX de la partie code JavaScript. Et donc, du coup, vous aurez des extensions de fichiers JS et JSX, donc tous les composants vont être renommés en JSX. Voilà. Et donc, de la même manière, si vous le renommez en TSX, vous pourrez bénéficier du typage. Donc, dans Fonds de commerce, je le mentionnais juste avant, on a GraphQL qui est quand même super important, et je vois qu'il est bientôt l'heure, donc on est bientôt vers la fin, mais je vais essayer d'accélérer. Du coup, on a GraphQL qui est un langage typé et qui est vraiment le pont entre votre front, donc votre application front-end, et vos données distantes qui viennent de vos différents services, de votre architecture e-commerce. Et donc, on a décidé de faire de GraphQL le centre névralgique du typage de votre application. Et du coup, de vous fournir par la même occasion un typage full stack entre vos composants React et les loaders qui vont être utilisés pour faire des appels distants. Avec le petit plus, je ne vais pas rentrer là-dedans, mais que vous pouvez aussi typer vos API distantes, surtout si elles sont en GraphQL ou en JSON API ou toutes ces choses-là. Vous allez pouvoir les typer aussi, générer du typage pour ces choses-là, et donc avoir même du typage full stack et full services à travers tous vos services. Voilà. Donc ça, c'est vraiment plutôt cool. Donc, tout va commencer par votre schéma GraphQL qui va vraiment permettre de définir toute la base du typage de votre application. Ce qui fait que même si dans votre code personnalisé et vos modules spécifiques, vous supprimez un champ GraphQL, vous allez recevoir une alerte si jamais ce champ-là est utilisé quelque part dans votre application. Ça va être la même chose, évidemment, lors de mises à jour front de commerce et tout. On essaye de faire de notre mieux, mais en tout cas, c'est un filet de sécurité supplémentaire par rapport à ça. Donc, tout part de votre schéma GraphQL. Ce qui va vous permettre de typer côté serveur vos résolveurs et du coup vos loaders et donc les datas distantes pour s'assurer que, in fine, ça va bien exposer des données qui sont compatibles avec votre schéma. Et côté client, du coup, ça va typer vos requêtes qui vivent, donc vos requêtes, vos fragments et les mutations qui sont colocalisées avec vos composants React. Ça va vous permettre de générer des types pour ça. Et du coup, vous allez pouvoir utiliser dans vos propriétés de composants React ces types qui ont été définis d'après vos requêtes. Donc, ça introduit un composant. Donc là, c'est quelque chose qu'on va essayer de vous cacher au maximum. Et donc, tout l'outillage qu'on a développé pendant ces dernières semaines vise à ça. Donc, c'est une surcouche à Remix, dans Remix en tout cas. On utilise GraphQL Code Generator, qui est un projet par The Guild, qui vous permet en fait de générer des types TypeScript pour toute cette partie-là. Et donc, de réutiliser les types de vos requêtes, de vos mutations, etc., etc. Du coup, toutes ces choses-là, on l'a vu auparavant dans l'aspect GraphQL. Les appels GraphQL vont passer à travers les loaders et les actions de Remix. Donc, les types, ils vont du coup aussi passer, en tout cas sur cette partie client-serveur, par le typage des loaders et des actions de Remix. Et à partir de là, vous avez des types définis pour vos composants React ou pour votre schéma GraphQL. Et donc, tout ça, ensuite, va se dérouler à travers toute votre application.
Je ne vais pas m'attarder sur ce sujet-là, mais sachez que si vous voulez chercher sur Google, etc., de comment ça fonctionne, on a validé aussi pendant cette version la possibilité d'utiliser ce qu'on appelle le fragment masking, qui va viser à renforcer encore plus le fait qu'un composant ne va avoir, au niveau typage, accès que aux données des fragments qui sont colocalisés avec lui. Si par exemple, vous avez un product item qui charge des données depuis un product price, mais que dans votre product item, vous affichez product.price including tax, machin, en soi, vous avez un petit peu violé le contrat des fragments, c'est-à-dire que vous dépendez de manière implicite des données qui viennent d'un fragment qui ne vous appartient pas. Le fragment masking, en fait, va vous permettre du coup de vous alerter au niveau typage, de dire attention, price, moi je ne connais pas parce que dans ton fragment, tu ne l'as pas ajouté. Donc du coup, ça va vous forcer à modifier votre fragment pour dire moi aussi j'ai besoin du price, etc. Voilà. Donc ça améliore encore plus la robustesse de l'application et du coup le respect de l'usage correct des fragments et de GraphQL. Plein d'autres choses au niveau TypeScript, mais malheureusement, on ne peut pas tout détailler là. On va prévoir, je ne sais pas trop quand, je ne sais pas trop comment encore, mais plus des choses vraiment avec du code pour vous montrer des choses à ce sujet. Voilà. De la même manière, du coup, on a pu valider plein de plus petites choses, j'ai envie de dire, lors de cette phase de prototype et surtout de construction d'API d'API du cœur de front de commerce. Juste un petit rappel, il y a des choses, ça pour le coup, on n'a rien fait pour ça. Juste, on a utilisé Remix. Donc, le fait d'utiliser Remix, ça fait que par rapport à Front de Commerce V2, j'ai envie de dire, vous avez bénéficié d'un outillage à jour et moderne et plus performant, notamment ESBuild pour tout ce qui est build. Dans Remix 1.14 qui est sorti il y a une semaine ou deux, je crois, il y a 2 semaines ou 3 peut-être plutôt. Il y a notamment un nouveau dev server avec du HMR auquel vous êtes habitué avec React Live ou Refresh, je ne sais plus comment ça s'appelle. Voilà. Donc tout ça, vous allez évidemment en bénéficier. Un truc intéressant, c'est que à ce stade, donc dans un premier temps, on va préconiser évidemment front de commerce basé sur Express avec la stack, on va dire, que vous connaissez habituellement. En revanche, on fait de gros efforts, nous, au niveau des composants de front de commerce, pour ne pas dépendre de spécificité à cette partie serveur. Et donc, ça veut dire qu'on essaye de faire en sorte que front de commerce soit entièrement dépendant d'API standards web, qui soient les requêtes et les réponses dans le sens Web Fetch API, quoi. Et ces choses-là, en fait, sont un standard que tout l'écosystème, en fait, tend à supporter maintenant. Donc, du Deno, toutes ces choses-là, réellement, voilà, tout le monde utilise cette abstraction-là. Et ce qui fait qu'en fait, comme je vous le disais, vous êtes responsable de votre appli Remix. Potentiellement, ça permettra, et même peut-être ça sera des évolutions de front de commerce cloud dans je ne sais combien de temps, de passer aussi sur des plateformes Edge Ready, donc d'avoir directement au niveau d'un CDN, par exemple, il y a Fastly at Edge qui est sorti récemment, du coup, toute cette partie computing et tout. Alors, évidemment, c'est du très très long terme, c'est pas la priorité actuelle et c'est pas ce qu'on vous recommande actuellement. Mais en tout cas, sachez que dans la manière dont on intègre Remix, on essaie vraiment de rester dans le plus Remix bonne pratique possible, ce qui a cet effet de bord. Donc par rapport à ce qu'on a développé, pour le coup, on a travaillé sur une nouvelle et beaucoup plus propre API qui vous permet d'enregistrer vos extensions, donc ce que vous avez dans votre .frontcommerce.js, donc quelque chose de statique et du coup de beaucoup plus clair. C'est-à-dire que dans votre front-commerce.js, à chaque fois on en fait des blagues, mais c'est le legacy, mais on a des modules, des serveurs modules, des web modules, et à part pour vendre une certification d'expert front de commerce, des fois les gens ne savent pas trop ce qu'il y a là-dedans. Donc on va arrêter de tout appeler des modules, et du coup, dans front de commerce, vous allez enregistrer une extension, et ces extensions vont pouvoir enregistrer des schémas GraphQL, des thèmes, des routes, donc serveur ou client-serveur. Et justement,
cette API d'extension, on va l'améliorer et l'enrichir au fur et à mesure du temps pour faciliter en fait tout simplement l'installation d'une nouvelle extension. Par exemple, si vous avez utilisé Front de Commerce, vous savez quand vous ajoutez un module de paiement, par exemple, ou un tracking analytics ou je ne sais pas quoi, vous allez devoir modifier ces fameuses CSP, potentiellement un module, une extension, pardon, j'ai pas encore l'habitude, une extension pourrait rajouter ses propres CSP directement. Et donc, vous, en tant qu'utilisateur, vous ajoutez cette extension et vous n'avez quasi rien d'autre à faire niveau fonctionnalité. Voilà. Pour ça, on a pas mal regardé, benchmarké ce qui se faisait dans l'écosystème aujourd'hui, les Eleventy, les Next, etc. Et on a opté pour quelque chose d'assez proche de ce que font Astro. Voilà, c'est pour les curieux. Autre nouveauté du coup qu'on a validé aussi dans ces composants, c'est le fait d'utiliser, donc ça c'est des nouvelles fonctionnalités de Remix, c'était un des gros pain points qu'on avait identifié dans Remix, un des risques, mais on a validé cette partie-là. C'est du coup de pouvoir faire en sorte que les fichiers SCSS soient importés par composant. Donc là, on doit écrire encore le code mode qui permet de mettre tout ça à jour. Mais du coup, l'avantage, c'est que vous n'aurez plus à surcharger des fichiers CSS pour rajouter votre petit import de partiel à la fin. Et ce qui fait que, comme dans tout CSS où on fait que ajouter des trucs à la fin, on oublie de supprimer les trucs inutilisés au début. Donc ça va avoir ça, dans un premier temps, c'est ça le principal avantage. C'est que d'une part, en termes d'expérience développeur, c'est un peu plus sympa d'importer son CSS depuis son composant. Et surtout, ça permet de ne pas rajouter dans le bundle final CSS les trucs qui ne sont pas utilisés. Voilà. Donc ça, c'est quand même assez intéressant. Par contre, à savoir, actuellement, il y a toujours un seul gros fichier CSS pour toute l'application. Voilà. On n'est pas encore dans une granularité par page ou par les e-loading de je ne sais pas quoi. D'autre part, on a profité de cette partie outillage et du coup de revalider aussi la notion de service worker et tout ça pour faire un truc qu'on attendait depuis un petit moment qui va en fait vous permettre de générer automatiquement toute votre multitude d'icônes de PWA et de manifestes et tous ces trucs automatiquement d'après un ou plusieurs icônes. Voilà, et pour ça on utilise la librairie Favicons. On vous en dira plus, vous le verrez à terme, mais c'est les petites améliorations qu'on en profite aussi pour ajouter et qu'on a validées pendant ces semaines-là. Donc voilà pour le principe, voilà, un gros tour d'horizon de tout ce qu'on a fait, de tout ce qui marche et du coup aussi vous donner quelques petites idées de ce qui va arriver là dans les prochaines semaines, notamment au niveau du dépôt du cœur de Front de Commerce, là, de faire cette partie fork. Et du coup, pour vous, on a conscience d'avoir des choses un peu plus concrètes de tout ce qu'on tease et ce qu'on mentionne depuis maintenant des semaines et des mois. Voilà. Est-ce que vous avez des questions du coup par rapport à ça ou à tout ce qui a été présenté ou des retours même sur tout ça? Alors, pour ceux qui sont présents encore. Je ne vois pas de questions. Pas de main levée. Eh bien, écoute, je pense que du coup, s'il n'y a pas de questions, je vous remercie pour cette session du coup. Et puis évidemment, on reste disponible. Donc n'hésitez pas à venir nous en parler après. On peut respécifier certains points, clarifier des choses. Et puis pour les personnes qui regarderont cet enregistrement a posteriori, là aussi, n'hésitez pas à venir en discuter avec nous. Oui, Guillaume. Ouais, question concernant du coup la nouvelle fonctionnalité de Remix. Tu disais du coup qu'au final les dépendances, ça serait du coup, depuis un monorepo, tu aurais plusieurs packages à intégrer. Au niveau des thèmes, est-ce que ça veut dire par exemple actuellement le thème chocolatine, il dépend du thème par défaut? Est-ce que ça voudrait dire que dans le futur, on pourrait avoir des thèmes qui seraient en standalone et qui ne dépendraient pas du thème par défaut, ou alors est-ce que même pour les agences, on pourrait avoir un thème, au final, créer notre propre thème et le réutiliser plutôt que de se rebaser sur Chocolatine? Alors,
Aujourd'hui, oui, ce qu'on va faire, c'est que le thème sera à plat. Donc, chocolatine ne sera plus que chocolatine actuellement. On est en train de justement voir comment on peut faire de la compatibilité dans l'autre sens, c'est-à-dire de dire les thèmes qui étaient basés sur le thème de base. Il n'y a pas énormément de projets à ce stade, mais il y en a encore. Du coup, de voir est-ce qu'il n'y aurait pas un mode justement d'ajouter un second thème de backward compatibilité. Après, évidemment, ça veut dire que vous avez la possibilité de recréer toutes ces choses-là. Et justement, tout ce qui est lié au thème va vraiment être lié au thème, quoi, du coup, maintenant, dans Chocolatine. C'est-à-dire que ça sera tous les composants, toutes ces choses-là, voilà. Et vous avez l'avantage d'avoir le typage qui pourra vous aider à guider un petit peu toute cette chose-là. Donc oui, ça sera possible. Après, à ce stade, justement, on a déjà beaucoup de changements, nous, dans cette nouvelle version de Front de Commerce. Donc, pour l'instant, la partie, on va dire, tout simplement, conception du thème, etc., il y a peu de gros breaking change qu'on va faire là-dessus, parce que c'est pas le but, et peut-être qu'on aura une version Front de Commerce 4 ou un nouveau thème qui va sortir dans quelques dizaines de mois ou années. Mais voilà, à ce stade, a priori, ça va rester comme ça. Mais par contre, en effet, au même titre qu'aujourd'hui, hein, si on enlève Front de Commerce, alors le cœur, on ne pouvait pas forcément très facilement, et là, du coup, ça serait possible. Vous partirez d'une application remix qui n'a strictement rien. Voilà. Enfin, rien Ok. visuellement. Voilà. Ok, merci. De rien. Donc, est-ce qu'il y a d'autres questions? Dernière possibilité. Et sinon, je vais arrêter l'enregistrement et vous donner rendez-vous du coup dans un peu moins de 6 semaines pour la même version sur la version du coup Front de Commerce 2.23 et sans doute 3.0 alpha 0, 1, 2, 3. On verra où on en est à ce stade-là. Et donc, on aura pendant quelques releases, on va avancer sur les deux en parallèle. Allez, bonne journée, du coup. Bonne journée.